On n'a pas besoin de s'accorder sur de faux points communs pour pouvoir dialoguer. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la vérité de l'autre vaut au moins autant que ma propre vérité. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Taoufik Valipuram, entrepreneur social, ancien président du collectif WeShare, membre du conseil d'administration de plusieurs organisations dont le label Bicorp, co-initiateur du projet Démocratiser la politique et du festival et prix des littératures urbaines. Bref, un invité qui s'implique pour une société plus juste. Bonjour Taoufik, comment ça va ? Bonjour Thierry, je vais bien, merci et toi ? Je vais super bien, merci. Alors Taoufik, laisse-moi le retracer, ce chemin. Ton histoire commence dans le 13e arrondissement de Paris, mais elle s'enracine d'abord dans une rencontre improbable et profondément humaine entre ton père, tamoul sri-lankais, qui s'installe en France après avoir fui l'Iran et s'être vu refuser l'accès au Royaume-Uni, et ta mère, française d'origine algérienne, qui quitte sa famille dans le nord de la France pour trouver un emploi à Paris. C'est de cette rencontre, digne et bienveillante, que ton frère et toi êtes nés. Très tôt, tu es confronté à de multiples bouleversements, déménagements, séparation de tes parents à l'âge de 3 ans, changement d'école, exil affectif et géographique, et tu apprends donc à t'adapter. Tu grandis dans un environnement populaire, sans manquer de rien, grâce au sacrifice de tes parents. Tu observes ta maman travailler dur pour devenir aide-soignante, ton papa se stabiliser dans l'imprimerie après avoir fait des ménages pendant des années. Cette image du courage silencieux et de la ténacité t'imprègne profondément. L'école est facile pour toi, tu es curieux, bavard, ce qu'on te reproche parfois, mais c'est justement cette curiosité qui deviendra plus tard ta force. Tes vocations sont multiples, mais les mentors absents. Journalisme, droit, histoire, autant de rêves sans guide. Tu avances en autodidacte éclairé, obtiens ton bac, passe par un DUT que tu détestes, rebondis à la Sorbonne, puis t'ouvres au monde en rejoignant l'EDEC et en partant étudier en Corée du Sud, où tu découvres une autre manière de vivre la différence et la discrimination. Ta carrière débute dans le numérique chez Amazon, puis en start-up, mais c'est dans l'engagement que tu trouves ton souffle. Tu rejoins WeShare, un collectif passionné par les transformations sociétales. Pendant près de 9 ans, tu connectes des mondes qui ne se parlent pas, ministères, entrepreneurs, travailleurs sociaux, habitants des quartiers. Ton rôle devient celui d'un passeur. Tu mets en lien, tu fais dialoguer, tu tisses du sens. Aujourd'hui, tu te consacres à un combat essentiel, briser l'endogamie sociale dans les sphères d'influence. Avec ton projet Démocratiser la politique, tu travailles à une représentation plus fidèle des classes populaires dans la vie publique, car l'injustice te blesse depuis toujours et tu crois profondément qu'on ne peut pas faire société sans tous ses membres. Dans ta vie perso, tu es le papa de 2 enfants avec un mode de vie plus bourgeois que celui que tu as connu. Tu t'interroges, que leur transmettre, comment élargir l'horizon des possibles, comment éviter de reproduire, même inconsciemment, les inégalités que tu combats toi-même. Ton parcours, c'est celui d'un homme en mouvement, traversé par une double quête, celle de comprendre le monde tel qu'il est et celle de le transformer pour qu'il soit plus juste, plus ouvert, plus fraternel. Tu chemines entre la lucidité et l'espoir, entre la critique et la construction, avec cette conviction intime que notre destin est lié à celui des autres. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast consacré, comme tu le sais, au chemin de transformation, car ton histoire nous rappelle que grandir, c'est parfois inventer soi-même la carte du territoire et que libérer son potentiel, c'est aussi souvent ouvrir la voie pour les autres. Bienvenue sur le chemin, Taoufik. Merci Thierry. Alors, Taoufik, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur ce chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ça fait bizarre d'entendre son parcours raconté par quelqu'un d'autre. Je dirais étrange. Et le mot étrange peut signifier à la fois le côté confortable et le côté aussi gênant d'entendre son histoire racontée par d'autres. Voilà, donc je n'y étais pas habitué, c'est la première fois que j'entends ça et je vais tranquillement cheminer dans cette écoute un peu plus tard. Mais je te remercie déjà d'avoir pris le temps de me raconter, de raconter mon cheminement. Et justement, Taoufik, est-ce que tu l'imaginais, ce parcours ? Est-ce que d'abord, il est fidèle à ce que toi, tu as le sentiment qu'il est ? Et est-ce que tu imaginais ce parcours tel que tu viens de le réentendre ? Je ne sais pas en fait s'il est fidèle.
En tout cas, il y a des parts du parcours tel que tu les as racontés qui, créent, on va dire, ce que je pourrais appeler un malaise, mais, le malaise, c'est pas quelque chose de négatif chez moi. Il y a le malaise de voir sa vie racontée par quelqu'un, il y a aussi le malaise d'avoir certaines parts de sa vie qui n'ont jamais été racontées nulle part, qui se retrouvent dévoilées et donc, ben, forcément, tu te poses la question de comment, ta famille, comment tes amis, comment tes proches, qui seront amenés à écouter ce passage, comment est-ce qu'ils vont réagir face à une histoire qui, bah, qui jusqu'à présent était tue? En tout cas, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais vraiment raconté mon parcours, d'ailleurs je l'ai pas moi qui le raconte, là c'est toi qui l'as raconté, c'est que ça m'a toujours tenu à cœur que mon parcours ne soit pas utilisé à des fins qui seraient très différentes de mes objectifs. Moi, j'ai toujours refusé de servir d'alibi à la méritocratie, au mythe du mérite, au self-made man, et cetera. Bien sûr, comme tu l'as dit, autodidacte dans un sens où je n'ai pas eu de mentor. J'ai croisé des personnes qui ont été essentielles pour moi, Oui, on aura l'occasion d'en reparler, ouais. à l'école, à l'université et évidemment dans ma famille. C'est parfait. En fait, je pense que tu es totalement en alignement avec le thème du podcast puisque, évidemment, ce podcast, c'est pas un podcast sur le succès, sur la réussite, sur la gloire. C'est un podcast sur le cheminement, plutôt sur la manière de cheminer dans nos vies et de faire au mieux, finalement, avec ce qui nous est donné. Donc, je pense que tu illustres, parfaitement le thème de ce podcast. Et pour répondre en 2 mots à ta dernière question, non, ce parcours-là, je ne l'avais pas imaginé. Mais à la fois, tu as raison, tu as parlé, d'avocat, de journaliste ou autre. J'avais des rêves quand j'étais enfant, donc je me mettais des rêves ambitieux. J'ai pris un autre chemin que je n'avais pas imaginé, mais dont je suis, aujourd'hui très heureux à 40 ans et quelques mois. Tofik, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Tu dis souvent que ton métier, c'est de créer justement ces connexions entre ces mondes qui ne se croisent jamais. Qu'est-ce qui, toi, dans ton propre parcours, finalement, t'a donné cette envie, ce besoin même de relier les gens entre eux? Bah, déjà, c'est que, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont relié à d'autres espaces, à d'autres mondes et à chaque fois que j'ai cette chance-là, à chaque fois que j'ai la chance de me retrouver à un endroit où je ne veux pas être, à chaque fois que j'ai la chance de rencontrer quelqu'un, je vais pas dire d'extraordinaire, en tout cas, qui n'est pas ordinaire à ma vie, la première chose que je me dis, c'est: «Comment je fais pour que d'autres puissent en bénéficier?» Ma motivation, elle est là, ma première motivation. Par exemple, je suis avec toi et je me dis: «Mais tiens, il y a tellement d'autres personnes qui seraient intéressantes, à relier à Thierry» ou, hier quand j'étais en réunion avec une activiste, kenyane ou avant-hier, lorsque je discutais avec des personnes qui travaillent sur les enjeux numériques et donc mon cerveau, il se met tout de suite en réflexion en se disant: «Bah, voilà, qui est-ce qu'il faut connecter afin qu'une rencontre encore plus belle que celle que j'ai eu la chance de bénéficier se passe?» Et tu sais comment ça t'est venu, ça? Est-ce que ça a été comme une épiphanie, quelque chose qui t'est apparu d'un coup? Ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Tu t'es découvert comme ce connecteur, ce passeur quelque part, cet intermédiaire entre les gens pour les connecter? Je pense que jusqu'à mes 24-25 ans, c'était pas intentionnel. Enfin, je me suis retrouvé souvent dans la situation où je mettais des gens entre eux, à mes anniversaires, lors de matchs de foot ou autres, mais il y avait pas une intentionnalité derrière. D'accord. L'intentionnalité, elle est venue à partir du moment où je me suis retrouvé vraiment à vivre dans des espaces très différents, parce que d'un côté, j'avais mes amis d'enfance, ma famille, mes amis de la fac et puis mes amis de l'EDEC et quand on regarde, ces différents groupes, on se retrouve avec des personnes extrêmement différentes et qui ont à la fois des passions communes et des passions très différentes. C'est à partir de ce moment-là, je crois que j'ai vraiment été dans une démarche intentionnelle de relier des personnes et des mondes et lorsque je me suis retrouvé chez WeShare quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de passer ça d'un hobby à une activité professionnelle. Très bien. Tofik, comme tu le sais, ce podcast, il traite du thème de la transformation. Est-ce que toi, tu pourrais partager avec les auditrices et les auditeurs la manière dont, peut-être dans un premier temps, tu as pris conscience du fait que tu pouvais te transformer, que tu étais apte au changement quelque part, et surtout la manière et peut-être les recettes que tu as utilisées pour, toi, trouver ton propre chemin? Je pense que le premier souvenir de transformation ou en tout cas d'adaptation, si je peux employer un autre terme, c'est dans mon enfance. Tu as mentionné le fait que j'avais, mon ancrage dans le 13e arrondissement, c'est vrai. Mais avant d'arriver dans le 13e arrondissement, j'ai vécu dans d'autres espaces géographiques. Les 2 années précédant mon arrivée dans le 13e, donc quand j'étais en grande section maternelle et en CP, j'étais à Issy-les-Moulineaux, dans un espace plutôt très cossu. Voilà, un endroit de rêve où élever ses enfants sans voiture, avec un parc, une école et cetera. Mon père avait un studio là-bas et l'année précédente, j'étais dans le nord de la France, à Écaudin, une ville connexe à Denain, dans la banlieue de Valenciennes. Territoire très différent du coup d'Issy-les-Moulineaux, ravagé par la désindustrialisation. Donc, moi, entre la moyenne section de maternelle et le CE1, j'ai dû m'adapter à des mondes extrêmement différents et je pense que inconsciemment, j'ai eu besoin de me trouver une identité et de me trouver un ancrage. Donc j'ai développé des mécanismes d'adaptation et de pourquoi pas de transformation qui m'ont permis de survivre. Ça, c'est le côté survie
Mmh. Mais il y avait aussi un espace, un endroit de moi-même qui devait valoriser ce chemin. Mes parents étant séparés, par exemple, je me suis retrouvé, comme beaucoup d'enfants, entre deux mondes, entre la semaine et le week-end. Puis les vacances scolaires, un autre monde. Je pense que c'est à ce moment-là, véritablement, que j'ai pris conscience de la nécessité de s'adapter et autant que possible de ne pas en faire quelque chose de négatif, un poids, mais au contraire de pouvoir jouer avec ces différents codes. Que le fait d'avoir ces différents codes, d'être ces différentes connaissances de milieux géographiques très différents, de milieux sociaux très différents, c'était une force. Donc je pense que c'est vraiment dans l'enfance où je prends conscience de cette adaptation, de cette transformation et de cette capacité à jouer. Encore une fois, j'ai mis du temps à me dire que ça pouvait être autre chose qu'un atout personnel, que ça, par exemple, ça pouvait être un atout professionnel. C'est-à-dire que dans les écoles dans lesquelles je suis passé, c'était relativement peu valorisé, cette capacité à s'adapter, se transformer, à tisser des liens, à raconter ce qui se passe dans d'autres espaces, à faire venir des expériences et des témoignages, c'est relativement peu valorisé. Malheureusement, si ça l'était, Thierry, je pense que beaucoup d'enfants qui viennent des milieux populaires, dont les parents sont d'origine étrangère, trouveraient leur chemin de transformation, d'adaptation dans ces sociétés beaucoup plus facilement. Et je termine là-dessus, Thierry, je Mmh. pense que ça permettrait à la société française de s'adapter, de se transformer de manière beaucoup plus fluide, parce qu'aujourd'hui, il y a des résistances dans la société française face à cette transformation, cette adaptation. Elle refuse, une grande partie refuse. C'est ce qui explique notamment ce qu'on appelle la droitisation extrême de nos sociétés, des gens qui sont attachés à quelque chose qui en fait n'existe plus, il faut se le dire. Bah, c'est peut-être déjà un bon moment pour parler un peu de ton projet du moment, qui est celui auquel je faisais référence dans ton portrait, démocratiser la politique. Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être nous dire quels sont les fondements de ce mouvement? Oui, démocratiser la politique, c'est d'abord né d'une rencontre entre 3 personnes, Kevin, Tara et moi, il y a 3 ans et demi, au moment de la double séquence des élections présidentielles et législatives 2022. On s'est rendu compte, en tant que personnes qui voulions voir advenir un projet, politique et de société, progressiste, nous nous sommes rendus compte que ça n'arriverait pas et on s'est rendu compte que, par ailleurs, que toutes celles et tous ceux qui s'engagent en politique au niveau local ou au niveau national et qui viennent de milieux populaires étaient empêchés de pouvoir aller au bout de leur motivation, au bout de leur engagement, particulièrement dans les quartiers populaires. Et ce dont on s'est rendu compte, encore une fois, Thierry, c'est qu'il n'existait pas de bilan. On n'avait pas fait un état des lieux de l'empêchement que subissaient les personnes originaires de milieux populaires sur leur territoire pour pouvoir exercer un mandat politique conforme à leurs valeurs et au service d'un projet politique progressiste. Donc, démocratiser la politique, Thierry, ça part de là. Et on s'est dit comment nous allons mettre ensemble des disciplines très différentes, l'éducation populaire, la recherche, la donnée, et le community organizing. Comment on allait finalement générer une sorte d'alliance ou quelle est la bonne recette de cuisine permettant, à partir de ces ingrédients-là, de faire émerger un projet qui allait pouvoir proposer une nouvelle vision de faire la politique en France dans les prochaines années. Donc c'est ça, démocratiser la politique. On part du constat que les classes populaires sont empêchées d'exercer et on va chercher dans la donnée et dans l'expérience de personnes originaires de milieux populaires qui se sont engagées en politique à la fois des preuves de cet empêchement, mais également des raisons d'espoir et des propositions pour bouger la France. D'accord. Et précisément pour ceux qui, comme moi, en fait, connaissent peu cette initiative, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept d'endogamie sociale que j'évoquais, peut-être quelles en sont les origines et comment vous, par ce mouvement, vous tentez de les combattre? Ouais. Alors, le terme endogamie sociale, au sein de démocratiser la politique, c'est un terme qu'on emploie relativement peu, mais effectivement, c'est un terme qui correspond totalement au constat qu'on fait. L'endogamie, c'est un terme qui vient à la base des anthropologues ou des sociologues qui s'intéressent au mariage dans des milieux très similaires. Le concept d'endogamie sociale a commencé à naître il y a une dizaine d'années dans la bouche de celles et ceux qui voient non seulement de l'entre-soi dans des espaces d'influence, notamment politiques, même si c'est plutôt utilisé dans le domaine de l'éducation. Donc, ils voient de l'entre-soi, mais voit également la reproduction de cet entre-soi. Et finalement, endogamie, ça marche bien, puisque l'endogamie, c'est le mariage, c'est le fait d'avoir des enfants avec des personnes d'un même milieu que soi. Donc ça marche très très bien pour la politique, puisque dans la politique, qui se ressemble s'assemble et renforce la capture du pouvoir par des personnes appartenant aux classes supérieures. Cette reproduction du pouvoir, cette capture du pouvoir par des personnes appartenant aux classes supérieures, elle s'accroît malgré une envie de la part des classes populaires d'exercer, et on l'a vu, on a découvert grâce aux chiffres qu'on est allé récupérer du ministère de l'Intérieur sur l'ensemble des candidats aux élections françaises depuis 20 ans. On a retraité ces données, on les a analysées pour comprendre les dynamiques sociales, les rapports de classe qui se jouent en politique. Et on a découvert qu'il y avait un fort engagement des classes populaires au moment des élections, côté candidat, mais le problème étant que plus tu montes dans la hiérarchie sociale des élus, plus la place des classes populaires est réduite. Et c'est le contraire pour les classes supérieures. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait avec des chiffres. En parallèle, on a travaillé avec des élus et des militants de classes populaires sur différents territoires
pour recueillir l'expérience et transformer leur expérience en un socle scientifique. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu donner une dimension scientifique à un sentiment que beaucoup ressentent, c'est que la politique est composée de gens qui se ressemblent, qui sont tous et toutes les mêmes. Tous les mêmes, c'est d'ailleurs le titre de notre premier rapport scientifique avec un point d'interrogation où on va interroger à l'aide de la donnée et de l'expérience et également d'experts, est-ce que la France politique est composée de gens qui se ressemblent? Sociologiquement, Mhm. j'entends. La réponse est oui et de plus en plus. On mettra évidemment ce rapport en référence. Est-ce que toi, tu as le sentiment que cette dérive, elle est systémique, elle est voulue, ou finalement, c'est une dérive qui s'est faite par une accumulation de strates et par voilà, l'histoire de nos sociétés et l'histoire tout court? Alors, je vais te faire une réponse qui est quasiment un copier-coller d'une réponse d'un sociologue sur la question de l'élitisation de la vie économique. On peut dire que cette dérive, elle évolue sans forcément mettre derrière une connotation négative ou positive, c'est-à-dire sans dire que derrière, il y a un grand complot des élites. Par contre, il y a une volonté de garder le pouvoir. Il y a une volonté de reproduire le pouvoir. Il y a une volonté d'organiser le pouvoir. Sans parler de grand complot, on peut dire qu'il y a une volonté qui émane des classes supérieures de conserver le pouvoir aux strates électorales les plus élevées, mais également dans les strates municipales. Et je te donnerai un dernier exemple. Dans notre travail, on a trouvé ce qu'on cherchait, mais on a également trouvé des choses qu'on ne cherchait pas. Parmi les choses qu'on ne cherchait pas et qu'on a trouvées, il y a la fameuse diagonale du vide, dont on a entendu parler en géographie. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler en géographie. Cette diagonale de vide, on l'a retrouvée lorsqu'on s'est intéressé au territoire en France où les classes supérieures étaient dans une surcompétition moindre ou en sous-compétition. C'est-à-dire finalement les territoires qu'elles délaissaient d'un point de vue électoral. On a vu apparaître cette diagonale lorsqu'on s'est intéressé aux territoires où ils étaient en sous-compétition, là où ils étaient moins intéressés par le pouvoir. Et lorsqu'on a fait apparaître le chiffre en miroir des territoires sur lesquels les classes populaires étaient légèrement en surcompétition par rapport à leur représentation sur le territoire, on a vu à nouveau apparaître cette diagonale du vide. Tout ça nous amène à penser que oui, il y a une volonté manifeste d'un point de vue social, économique, politique, de la part de personnes qui appartiennent aux classes supérieures et qui se reconnaissent en tant que classe sociale, d'organiser le pouvoir à leur fin. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment ce projet en particulier a contribué à ta transformation personnelle et comment il t'a changé, fait évoluer toi-même? Tu mentionnais en introduction mes origines populaires. Et mes origines populaires, elles sont très importantes pour moi. Et tu mentionnais ensuite mes enfants, qui ont une éducation, qui ont un mode de vie très différent de celui que j'ai vécu et encore plus différent de celui de mes parents. Donc moi, je me pose la question de ma place dans la société. Évidemment que j'ai envie d'accomplir des choses, même si je ne sais pas si j'accomplirai de grandes choses dans ma vie, mais en tout cas, j'ai envie d'accomplir de grandes choses. Néanmoins, je me pose la question, et de plus en plus, avec démocratiser la politique, d'où est ma place? Ma place, c'est celle de ce qu'on appelle un transclasse, une personne qui a traversé les classes sociales, avec ses avantages et ses inconvénients. Sans héroïser ni dramatiser ce parcours, on pourrait dire que je me reconnais aujourd'hui sociologiquement. Je ne peux pas dire que j'appartiens aux classes populaires, mais je ne me reconnais pas non plus totalement dans une appartenance sociologique aux classes supérieures. Et aujourd'hui, mon chemin de transformation sur comment est-ce que j'accomplis des grandes choses, il se situe en équilibre entre deux piliers. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire qui me fait plaisir, qui me satisfait et qui contribue à mon épanouissement, mais également quel chemin je dois emprunter pour les autres. En gros, en 3 ans, à travers démocratiser la politique, mais d'autres projets que j'ai portés qui sont de même nature dans le champ de la culture ou dans le champ économique, je considère beaucoup plus qu'avant que mon chemin n'est pas que mon chemin. Le chemin que j'emprunte, c'est un chemin que j'emprunte avec d'autres personnes, soit qui sont à côté de moi, soit qui sont devant moi, soit qui sont derrière moi. Certaines sont décédées, d'autres vont naître, et certaines, je ne les vois pas, mais elles sont présentes. Donc, je veux dire qu'en 3 ans, j'ai un peu plus conscience que je ne suis pas seul sur ce chemin et que j'ai un devoir d'emprunter ce chemin avec d'autres. Super, écoute, c'est une magnifique transition pour la prochaine question que j'avais pour toi, Tofik, qui est celle finalement des rencontres qui ont été déterminantes sur ton chemin. On peut également parler de tes rituels, d'habitudes, d'influences que tu as pu recevoir des personnes que tu as rencontrées. Je vais intuitivement te citer 3 noms de personnes. La première, c'est peut-être ma prof d'anglais à l'EDEC qui m'a donné énormément confiance en moi. Dans ma classe à l'EDEC, j'étais probablement le plus mauvais élève en anglais, mais j'étais probablement un des plus motivés aussi. Et cette prof, de nationalité sud-africaine, arrivait avec une pédagogie très différente de la pédagogie française. Je crois que ça a été vraiment celle qui m'a donné le plus confiance en moi sur le fait de tenter d'exploser les barrières
avec les lacunes qui étaient les miennes. Et elle a contribué en 1 an à faire de moi quelqu'un qui, n'avait plus de problème à prendre la parole en anglais malgré, les lacunes que j'avais. Donc je citerai cette prof-là, madame Michaelides. La deuxième personne à laquelle je pense, c'est, Yoann Chapoutot, qui est également un prof que j'ai eu à la Sorbonne, qui est connu aujourd'hui parce que c'est un des historiens spécialistes du nazisme, qui se positionne beaucoup sur les questions, politiques. Moi, je l'ai connu, il était prof de TD et je l'ai connu pendant le CPE. Le CPE était un moment très important pour moi, on n'en a pas parlé lors de l'introduction et c'est un moment où vraiment je me suis mobilisé, hors organisation, étudiante existante. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une digression mais utile par rapport à ce qu'on se raconte, c'est que pendant le CPE, j'ai réussi à tisser des liens entre des personnes originaires de milieux sociaux très différents. Donc il y avait à la fois des gens qui venaient de milieux populaires, de quartiers populaires, mais il y avait également des personnes qui venaient, parfois de la très grande bourgeoisie. Et on a constitué un groupe, très joyeux et pendant 3 mois, on a vécu quelque chose de très fort ensemble. Et Yoann Chapoutot était mon prof d'histoire à ce moment-là et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup nourri intellectuellement, qui continue de me nourrir et qui m'a donné le coup de pouce supplémentaire à ce moment-là pour m'inciter à me mobiliser. Et la troisième personne, une personne que j'ai d'abord rencontrée par ses livres avant de la rencontrer ensuite, c'est Chantal Jacquet. Chantal Jacquet, c'est une philosophe qui a conceptualisé le terme de transclasse, qui est quelqu'un pour lequel j'éprouve beaucoup d'admiration et qui a beaucoup contribué à me forger intellectuellement. J'ai cité 3 personnes et c'est très ingrat parce qu'il y a tellement de personnes et de collectifs et de mouvements qui ont contribué à me façonner. Je te donnerai peut-être un dernier nom, c'est Majid. Avant de m'engager dans WeShare, lorsque je bossais dans le e-commerce, mon premier engagement vraiment très fort a été dans une asso d'éducation populaire qui s'appelle l'APRE, l'Association pour la promotion de la réussite scolaire, et on intervenait en binôme femmes-hommes dans des collèges et des lycées de quartiers populaires franciliens pour aller raconter nos parcours sans injonction et écouter les élèves raconter leur parcours sur un phénomène d'identification. Majid est la personne qui a lancé cette association et ça a toujours été pour moi un modèle de probité, un modèle d'humilité dans le domaine associatif et j'essaie autant que possible de me rappeler de sa posture, de ses conseils dans chaque initiative associative que j'entreprends. Voilà les 4 personnes auxquelles je pense, mais il y en a tellement d'autres, donc c'est très ingrat de ma part de me limiter à 4 personnes. Merci d'avoir mis ces personnes en avant qui ont été déterminantes. Est-ce qu'il y a des rituels, toi, ou des habitudes sur ton chemin de transformation que tu as finalement fait tiennes, qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui? Première chose intuitivement à laquelle je pense, Thierry, c'est de tenter autant que possible, d'abord de parler à partir de mon expérience. C'est-à-dire que tu verras sur mes réseaux sociaux, je m'exprime que sur des choses qui sont liées à mon expérience. Donc ça, c'est un rituel qui est important quand même, à une heure où, sur les plateaux télé comme sur les réseaux sociaux, on voit un petit nombre de personnes qui s'expriment sur un grand nombre de sujets sur lesquels ils ne connaissent rien, ils n'ont aucun lien, mais pourtant ils contribuent à façonner les idées, les débats politico-médiatiques. Par exemple, j'ai travaillé 15 ans sur le numérique et je continue de travailler sur les questions numériques, mais tu me verras peu m'exprimer sur ces questions-là. Parce que je préfère, à l'heure actuelle, me mettre en support d'autres personnes pour lesquelles c'est leur priorité, c'est leur sujet numéro 1. D'accord. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais je m'exprime très très peu là-dessus. Donc, tu évites de, entre guillemets, donner des leçons, tu parles juste de ton expérience, ce que toi tu as vécu par empirisme, Oui, oui, oui. en le partageant, en le communiquant. Alors, même en évitant de vouloir donner des leçons, malheureusement, on en donne contre notre gré. En tout cas, pour répondre à ta question, la première chose, le premier rituel, c'est de me dire comment, quand je prends la parole, que ce soit avec toi ou que ce soit avec d'autres, comment je ne parle qu'à partir de quelque chose pour lequel j'ai un rapport presque charnel. Ok. La deuxième chose dans mes rituels, c'est de me nourrir sur des sujets toujours d'informations contradictoires. Ça, c'est vraiment très important. Avant de façonner mon avis sur un sujet, je vais aller regarder ce que les personnes qui sont pas d'accord disent. Ouais. Ça pique parfois de lire des commentaires sur des articles parce que tu sais que dans les commentaires, tu vas trouver de la contradiction. Ça pique d'aller sur des sites internet ou d'aller dans des revues avec lesquelles je partage aucune opinion. Et d'ailleurs, en disant ça, je ne légitime pas le fait qu'ils puissent s'exprimer. Hein. Beaucoup de ces informations contradictoires que je vais lire, je préférais qu'elles n'existent pas. Parce que je considère que, certes, il faut de la contradiction, mais il y a tout un tas de choses qui créent des dommages irréversibles dans la société. Néanmoins, pour ma propre réflexion, j'ai ce rituel d'aller me confronter à des sources d'opinion qui piquent. Ouais, pour combattre ce fameux biais de confirmation qu'on a un petit peu tous, mais c'est vrai que c'est toujours difficile quand on est conservateur de ne pas lire la presse conservatrice et réciproquement quand on est progressiste. Et je tiens à rendre hommage aussi ici à Clara Delatraz qui m'a encouragé à me rapprocher de toi et qui t'a nommé comme celui qu'elle aimerait entendre après elle sur ce podcast et qui a été à l'origine, je crois, en France de cette initiative incroyable qui s'appelle Faut qu'on parle et qui encourage les gens d'opinions différentes, voire opposées, à néanmoins se parler et à dialoguer. Et l'idée, c'est pas d'avoir raison, l'idée, c'est juste de s'écouter et d'essayer de se comprendre les uns les autres et de progresser ensemble. Je pense que c'est ce à quoi tu fais aussi allusion avec cette posture dont tu parles. Tout à fait.
Et sur le point d'avoir raison, j'aime bien citer une autre personne qui a été pour moi une personne importante, mais je peux le citer, il s'appelle Christophe Roucou. Il a longtemps été à la tête du service des relations avec l'islam au sein de l'Église catholique. Et Christophe Roucou, lors d'un débat à propos d'un livre qu'il venait de coécrire avec un imam, disait que en matière de dialogue interreligieux, on n'a pas besoin de s'accorder sur de faux points communs pour pouvoir dialoguer. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la vérité de l'autre vaut au moins autant que ma propre vérité. Par exemple, il n'y a pas besoin de dire qu'entre le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens, il y a peu de différence. Parce qu'en fait, il y a de très grandes différences dans la manière dont, entre musulmans et chrétiens, et puis même au sein des différentes branches, dont on voit les choses. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas un sujet. Je voudrais appuyer là-dessus parce que c'est très très important. On peut avoir tendance à penser que finalement, on est beaucoup plus alignés qu'on le croit. Moi, je pense qu'au contraire, on a des points communs très forts, mais que ces points communs très forts entre nous peuvent coexister avec des désaccords profonds et qu'il faut être capable de mettre sur la table ces désaccords si on veut vivre ensemble dans cette société. Ouais. Et le troisième et dernier rituel très concret, c'est qu'avant de prendre une grande décision, je me confie toujours à des personnes proches qui vont être capables de me dire en quoi je me trompe. Donc, on a encore cette question du biais de confirmation, mais voilà, avant d'accepter d'aller dans ton podcast, j'en ai parlé à quelques amis en me disant, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Et j'essaie d'avoir ce rituel-là, parfois je me loupe, avec chacune des grandes décisions importantes. Et là, on en revient à la question du chemin que j'ai aussi appris ces 3-4 dernières années, c'est que mon temps n'est pas que mon temps. Mon temps, il appartient aussi à plein d'autres personnes qui n'ont pas, pour plein de raisons, le temps, les ressources, les compétences, la légitimité, la lumière pour pouvoir faire ce que je fais. Et donc, une partie de mon temps appartient aussi à mes camarades qui, au sein de différents espaces écologiques, économiques, sociaux, politiques, culturels, travaillent à ce que la France soit un pays plus vivable pour toutes et tous, et à commencer par les personnes qui sont aujourd'hui discriminées, oppressées. J'ai compris encore plus qu'avant que je ne marche pas seul, même si le sentiment d'isolement, c'est quelque chose que je peux ressentir souvent dans des démarches, dans les projets que je mène. Voilà, donc voilà les 3 rituels que j'essaye autant que possible de respecter afin d'être confortable dans chacune des actions que je mène. Tofik, toi, comment tu gères les moments de doute ou d'incertitude? J'imagine que sur ton chemin, il y en a eu pas mal, des critiques, des jugements. Oui, alors contrairement à ce qu'on peut penser, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Pour des décisions vraiment parfois très simples, je peux me torturer le cerveau pendant des heures. Je ne crois pas avoir réglé toute cette question. Néanmoins, je dirais que là où je suis apaisé aujourd'hui, c'est sur la critique. C'est-à-dire que pendant longtemps, je n'ai pas communiqué parce que j'avais peur de mal vivre la critique. Aujourd'hui, je m'en suis libéré. Évidemment, pas totalement, et tant mieux parce que, comment dire, être sensible à la critique, c'est une preuve pour moi d'humanité et de reliance aux autres. Tu vois, je suis pas hors sol. Mais pour te donner un exemple très concret, là encore, c'est que j'accepte de prendre avec du recul toute critique qui vient de ma gauche. C'est-à-dire toute critique d'une personne, entre guillemets, beaucoup plus radicale ou beaucoup plus déterminée que moi. C'est tout à fait normal que dans la société, des personnes qui contribuent à faire évoluer les mentalités avec un certain manque de reconnaissance, de moyens ou autres, puissent regarder avec critique des personnes comme moi qui émergent et qui vont, selon elles, prendre plus de place qu'elles ne devraient. Et moi, aujourd'hui, là-dessus, je suis vraiment très tranquille. Par exemple, je n'irai jamais enfoncer publiquement des critiques qui émanent de groupes ou de personnes que je trouve extrêmement nécessaires et qui sont dans des situations sociales, économiques, politiques, culturelles, beaucoup plus précaires que les miennes. Et comment il s'est fait ce cheminement? Comment tu as pris conscience de ça? J'ai pris conscience déjà en fréquentant beaucoup de ces groupes-là, en considérant que je pouvais leur être utile. Mais finalement, tu pointes quelque chose que je vais peut-être pas conscientiser, c'est que le fait d'être accepté dans ces groupes-là, d'être reconnu et valorisé, finalement, ça a facilité le fait que j'accepte d'autant plus la critique. Et ça, je le vois tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec les personnes qui, notamment dans le milieu écolo, que ce soit le milieu écolo corporate ou associatif, des choses auxquelles elles se retrouvent confrontées, c'est d'avoir une certaine forme de critique de la part de personnes qui sont, par exemple, décroissantes. Par exemple, je suis administrateur du label B Corp. Donc, B Corp, au fond, en fait, ne contribue pas vraiment à une transformation écologique, mais ce n'est qu'un vernissage vert de la société. Et j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps à critiquer ces personnes dont les critiques, pour moi, sont nourrissantes. Prendre ces critiques comme une source de motivation. Si, je peux juste double-cliquer là-dessus parce que ça me paraît tellement anti-naturel, en fait, de se dire critique égale motivation. Donc, c'est quoi cette courroie de transmission qui permet finalement de convertir une critique en motivation? C'est le résultat. Tu vois, c'est ta capacité à avoir un résultat. Au fond, moi, je trouve que ces critiques, elles sont très vertueuses parce qu'elles t'obligent à te poser la question de est-ce que le temps que tu consacres à mener ce combat ou à mener ce projet ou à développer cette idée, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je peux donner un exemple. Quand je lance le festival des littératures urbaines avec 2 auteurs, ils viennent me voir, on en discute, on lance ce festival ensemble. Ça a été un vrai succès, ce festival des littératures urbaines.
Mais il y a aussi des personnes qui sont venues me voir en me disant: «Ah, tu pourrais être plus radical, vous pourriez aller plus loin dans votre critique du système littéraire, mais est-ce que vraiment on a besoin de livres pour pouvoir, poser des idées dans la société?» Et ma posture a été d'abord d'en débattre avec elle et avec eux et ensuite de me dire: «Bah, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu ferais mieux que ce que j'ai fait?» Et une fois qu'elles m'ont donné ce qu'elles feraient mieux que ce que j'ai fait, bah, vas-y, fais-le et moi, je vais me mettre en soutien. Voilà, parce que moi, je ne vais pas porter cette idée Mmh. pour plein de raisons. Mais moi, je vais me mettre en soutien. Et est-ce que tu dirais que, comme toute, vérité, parfois n'est pas bonne à entendre, est-ce que tu acceptes toute forme de critique? Non, évidemment qu'il y a des critiques que je trouve totalement injustes. OK. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un temps pour la critique. Peut-être que ce qui m'affecte le plus, c'est, la dimension injuste des critiques par rapport aux intentions Ouais. qui sont les miennes. Tu vois, du tac au tac, quand tu m'as posé la question, je t'ai mentionné le résultat. Dans ce monde, ce qu'on peut évaluer, c'est le résultat. Mais les intentions, elles m'appartiennent. Et moi, les critiques qui seront dures que celles qui remettent en cause mes intentions. Parce que j'accepte pas, aujourd'hui, qu'on remette en question mes intentions. Donc c'est aussi quelque chose que j'essaie de, on parlait de rituel, j'essaie aussi de me l'appliquer à moi-même. Comment je vais éviter de juger les personnes sur leurs intentions, mais plutôt sur leurs résultats. Et ça m'est arrivé d'avoir des échanges très durs avec des amis sur des choses qu'elles avaient ou qu'ils avaient fait, des événements, des projets, de la communication et j'essaie toujours autant que possible, même si ce n'est pas neutre, ce n'est pas objectif, j'essaie de factualiser ma critique avec des éléments qui ne sont pas sur les intentions, mais sur le résultat obtenu. Et en disant: «Bah, regarde, le résultat obtenu n'est pas conforme à ce que tu dis vouloir faire». Et voilà, j'espère avoir été clair dans ma réponse sur, la factualisation de la critique et la difficulté à accepter que la critique porte sur tes intentions présumées. Quand tu, regardes le chemin parcouru, qui est déjà long, Théophile, qu'est-ce que tu dirais que cette transformation, elle a eu comme impact sur toi et ensuite sur les autres? Bah, sur moi, je me dis souvent, soit je suis de moins en moins con, soit que je suis de plus en plus conscient de mon ignorance. C'est un peu des 2. Donc, à la fois, elle m'amène à une plus grande humilité sur mon chemin de transformation, mais également à une plus grande ambition. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais l'humilité, c'est d'accepter que tu ne maîtrises pas, l'ensemble des résultats liés à ce que tu fais. L'ambition, c'est de se dire que chaque minute que je passe autant que possible, elle n'a pas nécessairement vocation à être productive, mais elle a vocation à, faire en sorte que je sois satisfait de moi-même. Donc c'est comme ça que je répondrai du mieux à ta question sur ma propre transformation et sur celui des autres. Je crois quand même, très humblement que mon chemin de transformation a, permis de débloquer le chemin de transformation d'autres personnes. Et je le dis parce que je le lis, parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, qui me connaissent pas et qui me disent: «J'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu écris, ou ce que tu as écrit là m'a rendu fier». Et puis j'ai également rencontré des personnes qui, après coup, m'ont dit qu'elles avaient, changé de trajectoire professionnelle ou personnelle après m'avoir rencontré. Et à ce moment-là, parce que c'est quand même pas simple d'accepter, ce type de compliment. Mmh. Dans ce cas-là, Thierry, et je terminerai là-dessus, sur cette réponse-là, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est d'essayer de me rappeler qu'aujourd'hui, si je suis là devant toi à te parler, je sais par exemple qu'il y a 2 personnes qui, en me mettant en relation avec quelqu'un d'autre, ont contribué au fait que je sois là aujourd'hui. Pour elles, c'est rien et je ne serais pas là aujourd'hui si, par exemple, mon ami Skanda, il y a 4 ans, ne m'avait pas dit: «Toufik, ça serait bien que tu ailles faire un tour dans Ouais, cette boucle d'emails qui rassemble des orgas progressifs qui veulent, se positionner sur des sujets écologiques». Parce qu'en rencontrant cette personne-là, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'ai monté un projet. En montant ce projet-là, j'ai rencontré quelqu'un ouais. d'autre. Mais vraiment, tu vois, quand on revient sur les rituels, j'essaye autant que possible d'envoyer à ce moment-là un petit message à la personne. En dire: «Skanda, Ingrid, il y a 3 ans, tu m'as présenté un tel. Sache que grâce à toi, il y a Ouais. ça qui s'est passé». Je pense que c'est tellement important et tellement valorisant aussi pour la personne qui t'a, fait cette introduction, de voir qu'elle a pas été oubliée, qu'elle a contribué, qu'elle a eu cet impact et souvent se souvenir et revenir et se dire: «Voilà, quelles sont les personnes qui ont été, essentielles sur mon chemin?» et simplement de s'en rappeler, de les recontacter, de leur dire simplement merci. Ça va très loin pour eux et pour nous. Tu vois, ce qu'on vient de se dire là, c'est super important. Un message, ça prend 30 secondes à écrire. Même quand on n'a pas revu quelqu'un depuis 10 ans, même on peut avoir honte de reprendre contact avec quelqu'un 10 ans après. Mais on n'a pas conscience de l'impact de ce message-là chez les personnes qui vont le recevoir. Complètement. Bah, de ne pas négliger la puissance du lien, c'est-à-dire la puissance de ces connexions. Toi, l'homme de transmission et de connexion que tu es. Donc, cette mise en relation, elle peut changer une vie, concrètement. Et puis ensuite, une fois que la vie a été transformée, exercer de la reconnaissance et quand même revenir à l'origine de ce qui t'a permis cette transformation et de remercier, de montrer de la gratitude aux gens qui nous ont fait évoluer sur nos chemins, quoi. Donc, ça paraît Ouais. assez évident, mais ça va mieux en le disant. Tu fais quel conseil, toi, tu aurais à donner à quelqu'un qui entame son propre chemin de transformation personnelle, qu'on est, vraiment au début et peut-être se dire: «Bah, avec mon expérience maintenant, je peux peut-être donner quelques conseils qui permettraient à cette personne
d'éviter quelque chose trappe, d'aller plus vite, d'aller mieux peut-être dans sa transformation? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? J'aurais à dire à cette personne, et à moi-même d'ailleurs, je vais me parler aussi à moi-même si tu me le permets, puisque le chemin il est jamais fini, Mmh. c'est de prendre le temps régulièrement de se poser la question de si on est au bon endroit dans sa vie et s'il y a des choses, des projets, des idées, des personnes qu'on aimerait rencontrer, qu'on aimerait voir, qui ne devraient pas attendre demain. De pas attendre demain pour faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. La vie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête et toute, action qui peut contribuer à nous rendre heureuses ou heureux dans un monde où c'est pas simple du tout de l'être est bonne à prendre. Ça fait vraiment feel good comme conseil, mais faire aujourd'hui, ce qui ne peut pas attendre demain. Et ensuite, tout en écoutant les conseils de personnes, qui, vous veulent du bien, c'est de pas se laisser décourager par des personnes qui, pour plein de bonnes raisons, hein, par exemple, diraient que c'est impossible. Moi, si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit: «C'est impossible, tu n'y arriveras pas», bon, j'aurais pas commencé, les 3/4 de ce que j'ai commencé. Peut-être que je serais ailleurs, peut-être que je serais à un chemin encore plus satisfaisant. Mais comme je suis très satisfait de l'endroit où je me trouve aujourd'hui, c'est un deuxième conseil que j'ai envie de donner, c'est, voilà, ne pas écouter les personnes qui disent que c'est impossible. Un troisième conseil, Thierry, c'est d'en parler très rapidement. Parlez autour de vous de ce que vous avez envie de faire. Ouais. N'ayez pas peur d'exprimer vos idées, même les plus folles, parce que même si elles n'adviennent pas, ben, au moins ça suscite de la joie, de parler de désirs et de rêves, qui sont enfouis en nous et qu'on a parfois honte de dire parce que, ben, on s'estime pas assez bon ou on trouve que c'est pas réaliste. Je reviens juste sur ce que tu disais, au début. Tu disais, 1er conseil, essayer de se questionner régulièrement sur: «Est-ce que je suis au bon endroit?» Je trouve que la question est top, mais comment connaître la réponse à cette question? Il y a un modèle qui m'a été transmis par quelqu'un que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années, qui est un modèle très simple. Tu fais un losange. Alors lui, c'était, nord, sud, est, ouest. Mmh mh. Donc tu mets au nord les objectifs que tu veux vraiment atteindre dans ta vie, Mmh. les objectifs les plus importants. Enfin d'ailleurs, j'ai inversé le modèle moi. Je mets au sud les objectifs indispensables. Je mets à l'est ce que je veux conserver dans ma vie parce que ça contribue à mon bien-être, mais qui n'est pas indispensable par rapport à mes objectifs. Par OK. exemple, aller au cinéma une fois par semaine, tu vois? C'est pas indispensable par rapport à mes objectifs. Je mets à l'ouest ce que je suis prêt à me délester, qui me prend du temps. Les choses que j'aime faire, mais je suis prêt à ne plus les faire parce que ça me prend du temps. Mmh. Et enfin, je mets au nord ce que je ne veux plus faire. Donc voilà, c'est un schéma qui est très simple, n'importe qui peut faire et qui permet de se poser la question de: «Est-ce que là, maintenant, tout de suite, le temps que je passe, l'énergie que je déploie, c'est au bon endroit par rapport à là où j'ai envie d'aller, ce qui me rend confortable, ce que j'ai envie de me délester, ce que je ne veux surtout plus faire?» Et comment tu utilises le modèle alors? Parce que c'est bien de poser les choses, de les mettre dans les différents cadrans, mais après, est-ce que ça te donne automatiquement la réponse à la question: «Est-ce que je suis au bon endroit?» juste en regardant le cadran ou comment ça marche? Bah, ça te donne pas automatiquement la réponse, mais ça permet de sentir. Moi, en fait, une fois que tu as le cadran, j'entoure chacun des items et je me dis: «Quelle est l'action que je mets en face de l'item qui m'assure que je suis en phase avec ce que je veux faire?» Par exemple, pendant un moment, écrire un bouquin, c'était quelque chose qui était au sud pour moi, donc je veux dire absolument, essentiel. Oui, Donc c'est, combien d'heures je mets en face et comment je m'assure mmh, que je mets des heures d'écriture. d'accord, OK. Comment tu mets un maximum de ressources au service, du projet qui est situé au sud, qui est pour toi l'essentiel? Exactement. Tofik, on arrive bientôt à l'issue de notre conversation. Est-ce que, toi, tu as une idée de à quoi ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as déjà, imaginé? Je suis en train d'imaginer. Et déjà, je peux te donner, en exclu, une première étape, enfin une prochaine étape, c'est que en 3 ans, j'ai réussi à monter, de beaux projets sans argent, juste avec le capital social, le réseau social que j'avais à ma disposition et j'ai réussi à monter 3 projets, qui existent encore. Démocratiser la politique, le festival des littératures urbaines, un collectif de transclasse, et tout un tas d'autres choses. Dans les 3 prochaines années, je me dis que mon chemin ne sera pas forcément de monter 3 autres projets, mais plutôt de mettre mes ressources pour que d'autres personnes montrent un, 2, 3 autres projets. Donc je me dis que mon chemin, en tout cas, c'est l'envie que j'ai en ce moment, c'est comment je fais en sorte de mettre mes connaissances et mes apprentissages au service de la démultiplication de projets qui contribuent à mieux vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Donc ton projet va devenir celui de faciliter le projet des autres quelque part. Exactement. Génial. C'est la chose, que j'ai le plus en tête et ensuite, de manière plus, annexe, j'ai aussi un enjeu moi de peut-être plus prendre la parole ou en tout cas de plus m'exprimer sur des sujets sur lesquels j'ai emmagasiné une expérience, une histoire, des connaissances et que je me trouve encore un peu trop timide aujourd'hui dans ma manière de m'exprimer et y compris sur mon histoire personnelle. Est-ce que toi, tu as une actualité particulière, Toufik? Est-ce qu'il y a une information qu'on n'aurait pas évoquée, que tu n'aurais pas partagée avec nous, qui te tient à cœur, que tu aimerais partager, maintenant? J'ai envie de dire que si vous êtes arrivé jusqu'à, la fin de cette heure et que vous trouvez que ça peut être utile qu'on se rencontre ou qu'on discute, allons-y et je connais plein de personnes qui sont encore plus chouettes, encore plus géniales,
que Thierry et moi et qui mériteraient d'être rencontrés et avec lesquels faire de belles choses. Donc, utilisez-moi plutôt comme un vecteur pour rencontrer d'autres personnes et j'en serai extrêmement heureux. Bien noté. Alors, avant de se quitter, c'est pas tout à fait terminé. Je vais te soumettre à un rituel sur le podcast qu'on appelle les questions mitraillettes. Le principe, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? C'est Le Corps Noir. C'est un gros livre qui recense la place des personnes noires dans la vie politique française. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Le Visage de Pierre, le premier livre qui raconte l'histoire du 17 octobre 1961, cette tragédie qu'ont vécu beaucoup d'Algériens qui ont été jetés dans la Seine. Et ce livre m'a vraiment marqué, à la fois par l'histoire qu'elle raconte que je connaissais, mais également par le pouvoir des mots pour faire connaître ce genre d'histoire. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Mes enfants, Que voulais-tu faire quand tu étais petit? astronautes, Comment commences-tu ta journée? en me réveillant. Quel talent aimerais-tu avoir? Être à 2 endroits en même temps. L'ubiquité, c'est ça? L'ubiquité, exactement. Quelle est ta plus grande force? Ma générosité, Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? le sourire de mes enfants. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Fais-toi confiance. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Lire un livre, faire du sport, écouter de la musique et manger des choses très bonnes. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que nous étions plein de personnes comme moi à chercher notre chemin dans la vie. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Le bonheur de voir des personnes qui ne s'étaient pas rencontrées avant et qui sont heureuses ensemble et qui ont envie de faire avancer la société. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un de drôle, susceptible et qui aimait passer son temps à rassembler des gens ensemble pour faire de joyeuses choses. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? La parentalité. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Profite de ta jeunesse et de ton insouciance. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Moussa Tal. Moussa, c'est un ami, on s'est rencontrés il y a 2 ans, on s'est trouvés, on s'est reconnus, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte de magnifiques projets. Moussa, c'est l'ami, sans caricaturer, qu'on aimerait tous et toutes avoir, et qui donne la patate. Bon, on peut pas faire mieux comme teasing. J'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir Moussa sur le podcast pour entendre ses perles de sagesse également. Merci beaucoup, Toufik. Merci pour le temps que tu as consacré Merci Thierry. à ce podcast. Merci pour ton authenticité, pour avoir partagé avec beaucoup de naturel tes pépites de sagesse à toi également. Merci, bon retour et bon chemin. Merci Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Toufik. Premièrement, Toufik nous dit « Mon métier, c'est de créer des connexions. Devenons nous aussi des passeurs, faisons de la rencontre une pratique délibérée et pas un hasard. » Deuxièmement, essayons de parler depuis notre propre expérience. C'est là que réside notre boussole d'authenticité, celle qui rend notre parole plus juste. Troisièmement, cherchons la contradiction là où elle se trouve. Nous confronter à ce qui est contraire à nos valeurs ou nos idées, c'est s'offrir la possibilité d'élargir le champ de notre pensée et d'une potentielle transformation. Quatrièmement, en toute chose, tâchons d'évaluer à partir des résultats et non des intentions, car c'est dans les faits et le concret que la sincérité se vérifie. Et enfin, honorons la chaîne invisible de transmission. Rien ne se fait seul. Dire merci, témoigner de la gratitude à ceux qui nous ont assistés sur nos chemins, c'est perpétuer le mouvement de solidarité et offrir de nouvelles opportunités de transformation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.